Dans quelques instants, je reçois Marie-Lou Cyr de la Zone AgTech pour notre nouveau segment qui s'appelle La Zone, pour nous parler des enjeux de main-d'œuvre. C'est quoi les nouvelles technologies, les nouvelles tendances qui existent justement pour venir pallier à cette fameuse pénurie de main-d'œuvre. Donc, sans plus tarder, je vous retiendrai pas plus longtemps. J'ai tellement hâte. On va céder la parole à notre animateur Philippe Rignoux, en fait, de chez Gala Media, qui est un partenaire avec nous dans ces journées de l'industrie-là. Puis, il reçoit Marie-Lou Cyr et moi, je vais assister Philippe, évidemment, dans cette belle entrevue. Donc, sans plus tarder, je te cède la parole, Philippe. Alors oui, Karl, on poursuit le tour de table de cette journée agriculture usine bleue avec une nouvelle capsule de la zone agricole et en l'occurrence en très bonne compagnie avec Marie-Lou Cyr. Bonjour Marie-Lou. Oui, bonjour, comment allez-vous? Ça va très très bien, merci. J'espère que c'est le cas pour vous aussi. Marie-Lou, on rappelle, vous êtes la directrice de la zone AgTech, la première zone d'innovation en AgTech du Canada et la première communauté AgTech du Québec. Alors, peut-être pour commencer, donnez-nous un petit peu un ordre d'idée. Combien aujourd'hui, à l'heure où on se parle, y a-t-il de membres dans cette belle zone AgTech? Oui, avec plaisir. Alors, la Zone AgTech a été fondée l'année dernière, le 6 février, a eu lieu le lancement officiel. Et maintenant, à pareille date, en 2021, on compte maintenant 175 membres et partenaires. Ouais, c'est une Donc, belle communauté, effectivement. On peut oui. comprendre la dynamique qui vous habite actuellement. Alors, vous accompagnez, on le rappelle aussi, de nombreuses entreprises innovantes du secteur, de l'idéation jusqu'à la mise en application. Expliquez-nous quand est-ce qu'une entreprise du secteur agricole, une entreprise, on va dire, traditionnelle, devient justement une AgTech. Absolument. En fait, nous, on parle de AgTech, ce sont les entreprises qui développent des technologies agricoles innovantes. Donc, elles peuvent le faire dans le cadre d'une production agricole. Ça peut être un producteur agricole qui développe une technologie agricole innovante. Mais nous, pour les AgTech auxquels on parle en priorité, c'est des entreprises donc qui développent des technologies agricoles innovantes dans l'objectif de les commercialiser ensuite à d'autres utilisateurs, dont des producteurs agricoles ou des fournisseurs d'intrants ou des grands joueurs du secteur agricole. Donc, une entreprise AgTech, dans notre tête, c'est une entreprise qui développe une technologie agricole innovante dans l'objectif de la commercialiser ensuite au Québec et à l'international. Donc, on peut imaginer qu'une entreprise traditionnelle peut devenir effectivement une AgTech, hein, tout Oui, simplement en disposant une innovation technologique. exact. Essayons de nous faire une tête sur ce que fait justement une AgTech, un ou deux exemples de projets innovants et développés dans votre zone AgTech et qui, à vos yeux, font une réelle différence, Marie-Lou. Un ou deux Oui, exemples. avec plaisir. En effet, tout dernièrement, on a accompagné une entreprise qui développe un robot autonome pour la récolte de légumes au champ. C'est surtout des crucifères, concentrés aux crucifères, donc qui a pour objectif principalement de réduire les enjeux de pénurie de main-d'œuvre en pouvant remplacer jusqu'à 25 travailleurs. Alors, nous, pour cette entreprise, on l'a supporté principalement dans ce cas-ci au niveau du montage financier, la recherche de financement. Euh, mais éventuellement, ça aurait pu être aussi autre chose parce qu'il y a des développeurs de technologies agricoles qu'on accompagne, c'est plus au niveau de la recherche de partenaires commerciaux. D'autres que c'est pour trouver des premiers utilisateurs, donc les primo-adoptants pour l'expérimentation et l'optimisation de la technologie. Alors, robots autonomes, on travaille aussi avec des entreprises qui développent de l'éclairage intelligent artificiel pour la production en serre. On travaille aussi avec des entreprises qui développent des trieurs optiques avec l'intelligence artificielle pour classifier les fruits et légumes, mieux classifier les fruits et légumes, puis automatiser cette portion-là de la chaîne de production. Donc, c'est très varié. Il y en a aussi qui prennent la gestion des silos à distance de manière automatisée, intelligente. Alors, c'est très varié, les entreprises de développement de technologies agricoles avec qui on travaille, parce que le secteur agricole est très varié, évidemment, en termes de culture. Mais c'est toujours aussi fascinant, là, tout ce qui se passe au Québec en ce moment. Alors c'est varié et c'est compétitif, hein. La compétitivité est un des enjeux primordiaux de nos producteurs. La transition vers le 4.0, est-ce que c'est aujourd'hui le passage obligé pour y faire face? Oui, le 4.0, c'est une des très belles solutions. En effet, le secteur agricole est en pleine conversion en ce moment. Comme dans n'importe quelle industrie, je dirais que, parce que n'importe quelle industrie en ce moment est pénalisée en raison de la pénurie de main-d'œuvre, entre autres au Québec,
et aussi au niveau des changements climatiques et le secteur agricole en particulier. Donc, évidemment, tout ce qui est technologie 4.0, technologie agricole innovante, permet d'offrir en tout ou en partie une solution aux enjeux que vivent les producteurs agricoles en ce moment. Et le 4.0, en effet, c'est une belle solution pour, entre autres, ce qu'on appelle l'agriculture de précision. Donc, dans des conditions de sécheresse de plus en plus fréquentes, de pouvoir réduire les besoins de consommation d'eau au champ, mieux calculer les besoins de consommation d'eau, mieux calculer les intrants agricoles aussi, parce qu'on a une volonté au Québec de réduire énormément l'utilisation d'intrants chimiques. De pesticides? Donc, oui, les pesticides, entre autres. Donc, oui, le 4.0 pour réduire les défis de pénurie de main-d'œuvre, mais aussi pour réduire l'impact environnemental de l'agriculture. Alors avant d'en venir aux problématiques très spécifiques de main-d'œuvre que vous avez commencé déjà à aborder, il est certain que le nerf de la guerre dans cette grande compétitivité, c'est évidemment l'accès au financement. Le financement de la transformation numérique et de l'automatisation dans les industries agricoles, il est conditionné par quoi? C'est la rentabilité potentielle de ces investissements qui prime? Qu'est-ce qui fait la différence, on va dire, dans l'accès au financement? Oui, ben c'est sûr au niveau est-ce qu'on parle plus des programmes d'aide financière, ce qu'ils priorisent comme projet? Oui, tout à fait, tout à fait. Les programmes, entre autres, oui, tout à fait. Oui, parfait. Alors, les programmes d'aide financière, ce qu'on voit jusqu'ici, oui, la rentabilité est un facteur, mais c'est surtout l'accroissement de la productivité tout en évitant le plus possible les impacts environnementaux, évidemment, qui comptent. Et d'ailleurs, pour les producteurs agricoles aussi, c'est des facteurs très importants. Oui, la rentabilité compte, évidemment, mais ce qu'on cherche d'abord et avant tout, c'est souvent de gagner un avantage concurrentiel distinctif ou réduire un enjeu majeur. Notamment, cette année, il y a beaucoup de producteurs qui se sont dotés de systèmes d'irrigation. Même si la rentabilité n'est pas forcément au rendez-vous, pas la rentabilité au niveau des états financiers, mais au Le niveau rendement. ROI, là, le Ouais, retour sur ouais, investissement, ouais. n'est pas au rendez-vous à court terme. Il y a beaucoup de producteurs qui ont procédé parce que c'est un très gros enjeu de production en ce Bah, moment. c'est sûr que la pandémie a amené même d'autres problématiques comme la gestion des stocks dans certaines exploitations qui, évidemment, méritent beaucoup d'intelligence d'apport d'intelligence technologique. Il y a un chiffre d'ailleurs qu'on pourrait citer. Les agriculteurs au Québec investissent environ en moyenne 6,2 millions de dollars par année dans l'adoption de ces nouvelles pratiques technologiques. Est-ce que ce chiffre, il est suffisant à vos yeux? Est-ce qu'on doit faire plus, faire mieux? Oui, ben, en fait, c'est sûr que l'adoption des technologies en ce moment au Québec, il y a tout le temps un défi au Québec parce on a un secteur assez varié en termes d'envergure de serre, de fermes, pardon. Il y a de plus petites fermes, de serres aussi, de plus petites fermes et de plus grandes fermes. Les plus grandes fermes, évidemment, sont actuellement un peu mieux automatisées, Mieux doté? équipées de technologies que les petites fermes, en raison notamment, évidemment, de la rentabilité de l'implantation. Donc, il y a toujours mieux à faire. Les producteurs, par contre, sont très ouverts à ça. Je dirais que l'enjeu premier au niveau du transfert des technologies agricoles jusqu'ici, dans le secteur agricole, en tout cas pour ce qu'on voit, nous, de notre côté, c'est qu'il y avait peu de technologies disponibles pour tout ce qui est opération au champ. OK. Automatisation des opérations au champ parce que les technologies doivent survivre dans des conditions pas toujours faciles, hein, conditions climatiques, des fois, Climatique? de la pluie, de la boue, les caméras optiques se salissent plus facilement, ça s'enlise, etc. Donc, c'est des technologies, il y a des défis technologiques quand même assez importants et les producteurs sont très ouverts à les utiliser quand ils seront prêts parce qu'en ce moment, il y en a qui se développent puis ne sont pas encore à un stade commercial 120%. Là. Donc l'accompagnement au champ, ça serait vraiment une priorité en termes de financement et d'investissement à ce niveau-là. C'est ce qu'on comprend. Oui, parce qu'il y a beaucoup de producteurs, tu sais, les technologies plus pour automatiser le conditionnement, donc plus les entrepôts, les usines, tout ce qui est coupe, lavage, emballage, triage, c'est relativement disponible ou au moins c'est disponible de technologies qui viennent de l'extérieur du Québec. Maintenant, nous, notre rôle, c'est de faire connaître davantage les technologies qui viennent du Québec. On l'espère. Oui. Et ce qui manque beaucoup, puis même à l'international, c'est les technologies qui permettent de
répondre aux enjeux des opérations manuelles au champ. dans les Et champs. ça, comme on dit, ça se développe, mais c'est ça. Ça Le mérite un petit temps coup de va pouce faire encore. c'est ça. Alors Marie-Lou, venons-en à l'enjeu qui vous tient à cœur. Il nous reste quelques minutes, mais c'est évidemment celui du manque de main-d'œuvre. La pénurie de main-d'œuvre a un impact très important, vous l'avez très très clairement dit, sur le fonctionnement de notre agriculture. Les entreprises innovantes, est-ce qu'elles tirent mieux leur épingle du jeu? Est-ce qu'elles sont moins affectées que les autres à ce niveau-là? Oui, absolument. En fait, peut-être pas les entreprises innovantes, mais les entreprises automatisées se tirent un peu mieux leur épingle du jeu, en effet. Du moins en mai, évidemment, l'UPA a travaillé très fort là, pour laisser les frontières ouvertes aux travailleurs étrangers temporaires, mais ça a causé beaucoup de retard au niveau de leur arrivée ici au Québec. Puis il y a des fermes, surtout les grandes fermes, parce qu'ils emploient souvent un peu plus de main-d'œuvre étrangère, ont été plutôt pénalisées. Donc, oui, ça a été un rappel assez important là, au niveau de l'importance d'automatiser, de rendre un peu plus technologique les fermes. Ça nous a rappelé aussi au Québec qu'on était très vulnérable par rapport aux travailleurs étrangers temporaires, donc étrangers, et qu'il fallait mieux se doter justement de technologies, étant donné Compenser. compenser ça avec la Hmm. technologie, étant donné qu'on n'a pas la main-d'œuvre au Québec pour pouvoir subvenir à ça. Alors, vous évoquez un problème conjoncturel. Évidemment, la pandémie, en premier lieu, a créé ces problématiques-là. Mais de manière structurelle, il y a des chiffres qui parlent, hein, ceux dévoilés par Ernst Young, la firme Ernst Young, qui datent de mai 2019, mais qui sont quand même toujours actuels, sont significatifs. Écoutez bien, 1960, on comptait un agriculteur pour 26 personnes. Aujourd'hui, à l'heure où on se parle, on en compte un pour 155 personnes et en 2050, ça sera un pour 265 personnes. Est-ce qu'on va tenir les rendements avec moitié moins de monde, justement grâce à cette automatisation? Est-ce que c'est là qu'est véritablement le besoin essentiel qu'apportent ces nouvelles technologies? Mm-hmm. C'est un très bon point, en effet. Il y a deux enjeux en ce moment dans le secteur agricole. Il y a l'enjeu de la pénurie de main-d'œuvre en tant que telle, puis il y a l'enjeu aussi de la relève agricole. C'est sûr qu'il y a des organismes au Québec qui se consacrent davantage sur la relève, donc trouver des releveurs pour l'exploitation des fermes. Mais ce n'est pas si facile que ça, intéresser la jeunesse aux fermes. Donc, les technologies, évidemment, ça vient faciliter un peu leur intégration parce que ça amène une certaine liberté aux producteurs. Hein. Tu sais, auparavant, le producteur travaille 7 jours sur 7, c'est difficile de partir en vacances. Donc là, plus de temps libre. Plus de Il y a temps plus de libre. temps libre, évidemment. Accommodement avec la famille, travail-famille, j'imagine c'est aussi ces points-là qui font que ça attire. Exactement. Puis en plus, les technologies agricoles innovantes, souvent, c'est des technologies vertes, donc ça permet aussi de répondre aux valeurs des plus jeunes et des plus vieux aussi, évidemment, mais entre autres les plus jeunes, de vouloir réduire l'impact environnemental, puis fournir une planète plus saine pour le futur. Alors, on pense que les technologies peuvent répondre, entre autres, à l'enjeu de relève aussi. Mais en effet, c'est tout un enjeu d'entendre qu'il y a un producteur pour 256 personnes. Beaucoup de pression qui va être mise sur les producteurs agricoles. Puis ça, c'est sans compter, malheureusement, qu'il y a certains pays dans les prochaines années qui vont avoir de plus en plus de difficultés à produire en raison, entre autres, de la Du sécheresse, réchauffement climatique. pénurie d'eau, des tremblements de terre, etc. Enfin, les changements climatiques. Et au Québec, entre autres, on va avoir parmi les meilleures terres dans le monde dans les prochaines années, ce qui fait qu'on va avoir beaucoup de pression aussi au Québec pour ça. Donc, oui, il faut accroître notre performance tout en n'augmentant pas l'impact environnemental. C'est tout un défi. L'automatisation dans le secteur agricole au Québec, est-ce qu'on est bien placé, on est bien rendu si on se compare d'un point de vue technologique par rapport notamment à nos voisins de l'Ontario ou au reste du continent? Comment se situe le Québec par rapport à ça? Oui, c'est une très bonne question. Au niveau du Québec, évidemment, toutes les zones, nous, on a fait une étude justement à l'automne où on a identifié que toutes les zones, les pays, pardon, où il y a une zone d'innovation en AgTech est plus performant au niveau de son agriculture. On pense notamment à la Food Valley dans les Pays-Bas, en Allemagne aussi, ils sont très performants. En Europe, en France, entre autres, ils ont des zones qui sont très performants. Donc, au Québec, c'est pas faute c'est pas faute de performance. Les producteurs agricoles sont quand même performants, sont relativement bien automatisés, surtout les moyennes grandes fermes. Mais on pense en effet qu'avec la zone AgTech, sûrement que l'effet au niveau de l'automatisation va avoir encore un meilleur impact parce qu'il y a maintenant un organisme qui est là pour le propulser davantage auprès des producteurs agricoles.
Puis il faut aussi, quand on se compare entre autres aux États-Unis, il faut aussi savoir qu'aux États-Unis, souvent, c'est des énormes fermes. Donc, évidemment que lorsqu'on automatise aux États-Unis, la rentabilité est au rendez-vous beaucoup plus rapidement. Ici, on a des plus petites fermes. Même nos grandes fermes ne sont pas de la taille des moyennes fermes aux États-Unis. Alors, il y a un enjeu aussi au niveau de l'implantation des technologies d'avoir une certaine rentabilité. Mais évidemment, comme on dit à plusieurs personnes, plus on va avoir des AgTech qui vont être soutenus au niveau financier, qui vont être soutenus au niveau de la démonstration et du transfert auprès du marché, plus elles vont devenir rentables et c'est là qu'on va avoir un réel impact au niveau de la performance des fermes. Et d'où on l'imagine la notion même de réseau de communauté, hein. Vous parlez des très grosses exploitations. Justement, vous, votre rôle, c'est d'animer peut-être des exploitations de moins grande importance en termes de surface, mais qui, toutes réunies, peuvent faire une différence. C'est bien ça? Oui, en effet. En fait, nous, en effet, notre communauté travaille avec l'ensemble de la grappe, donc autour du AgTech, autant les producteurs agricoles, producteurs en serre, les institutions de recherche, institutions de financement et les entreprises AgTech, évidemment, qui développent les technologies, pour que ces gens-là travaillent ensemble pour développer les technologies de demain. Donc, quand on développe une AgTech au Québec, on essaie de le mailler le plus possible avec des producteurs agricoles ou séricoles du Québec pour que la technologie soit vraiment développée selon les besoins des producteurs d'ici. Évidemment, la technologie, après ça, peut faire un scale-up puis pouvoir s'adapter à des fermes ailleurs. Mais on essaie le plus possible de pouvoir répondre aux besoins là, des entreprises du Québec en priorité. Merci Marie-Lou Cyr. Je rappelle, vous êtes directrice de la zone AgTech, la première zone d'innovation en AgTech du Canada. Et on poursuit, mon cher Carl, notre tour de table de cette belle et riche journée agriculture usine bleue organisée, on le rappelle, par le REAI en partenariat justement avec la zone AgTech, avec le Fonds de solidarité FTQ et avec Scientia. Merci beaucoup Marie-Lou. Merci à vous. Une très belle fin de journée. Merci. Alors, merci beaucoup, Phil, pour cette super première capsule de la zone, en fait. En fait, Marie, je voulais te remercier personnellement de t'être impliquée avec ton équipe pour cette première édition de la Journée de l'agriculture automatisée. C'est super apprécié. Votre équipe s'est impliquée au maximum. Puis je trouve que pour une première capsule de la zone, Marie, tu as honoré cette belle capsule. Ça va être la première, c'est la première, en fait, d'une longue série de capsules. On va en produire d'autres ensemble. On est content de s'impliquer avec vous pour faire grandir cette communauté d'AgTech-là. On va avoir d'autres journées, en fait, d'autres activités en agriculture automatisée qu'on va organiser ensemble. Donc, je te remercie infiniment, Marie. C'est super apprécié. Puis, on souhaite longue vie à notre collaboration. Oui, merci beaucoup, Carl. C'est réciproque. On adore travailler avec le REAI, toi et ton équipe. Toujours très apprécié. Merci, Marie. À bientôt. Ciao. Merci. Au revoir.